Le président Trump redouble encore une fois de menaces dans le détroit d'Ormuz, affirmant qu'il a ordonné à la marine américaine de tirer sans hésitation sur toute petite embarcation qu'il prétendrait être en train de poser des mines dans les eaux. Apparemment, dans le manuel de stratégie de Trump, la stratégie maritime commence par une menace sur les réseaux sociaux et se termine là où les faits cessent de coopérer. C'est un nouveau rappel de ce que des rapports attribuent maintenant à des responsables pakistanais. Les pourparlers actuellement bloqués entre les États-Unis et l'Iran le sont à cause du blocus américain contre les ports iraniens et pas vraiment pour autre chose. L'Iran maintient que cela doit être une condition préalable aux discussions. Les États-Unis ne peuvent pas maintenir ce blocus pendant que l'Iran, de son côté, fait des efforts pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Oui, cela se fait selon leurs règles. Oui, c'est sous leur contrôle, et ils indiquent clairement que cela ne changera pas. La vraie question est donc de savoir ce que cela signifie pour ce conflit. Combien de temps ce soi-disant cessez-le-feu est censé durer, et si nous pourrions voir les États-Unis lancer de nouvelles attaques contre l'Iran dans les prochains jours. Le président Trump a annoncé dans une déclaration sur Truth Social qu'il avait ordonné à la marine américaine, je cite, de tirer et tuer tout bateau qui pose des mines dans les eaux du détroit d'Ormuz sans hésitation. Parce que rien ne dit gestion prudente d'une crise comme publier des règles d'engagement comme si c'était un slogan de campagne. Cela survient alors que les tensions continuent de s'aggraver dans la région, l'Iran ayant saisi cette semaine plusieurs navires qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz, tandis que les forces américaines ont saisi un pétrolier transportant du pétrole iranien dans l'océan Indien. À mesure que nous gravissons l'échelle de l'escalade, l'état actuel de ce conflit dépend fortement du point de vue adopté. Du point de vue iranien, ils ont accepté le fait que nous ne sommes pas prêts à négocier avec eux. Certains diront peut-être « mais non, 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 nous proposons de négocier ». Mais non, nous n'avons jamais négocié. Nous sommes arrivés avec les exigences de M. Netanyahou et nous avons insisté pour qu'il les accepte. Ce n'est pas de la négociation. Cela ressemble davantage à convoquer une conférence de presse, lire la liste de souhaits de quelqu'un d'autre et prétendre que c'est de la diplomatie. Lorsqu'ils sont allés à Islamabad la dernière fois, ils sont arrivés avec 70 personnes, beaucoup de données et de documents. Ils étaient prêts à une négociation sérieuse pour mettre fin au conflit et élaborer une autre voie possible. Nous ne l'étions pas. Nous nous sommes simplement présentés pour répéter les éléments de langage de M. Netanyahou. Alors qu'avons-nous maintenant? Quelqu'un disait ce matin que le cessez-le-feu déclaré par Donald Trump était ouvert. Autrement dit, il est indéfini jusqu'au moment où il décidera d'attaquer. Un cessez-le-feu ouvert, qui prend fin dès que Trump se sent coincé, ressemble moins à un cessez-le-feu qu'à un bouton pause éclairé comme un meeting de campagne. Mais des informations sont aussi venues de personnes à l'intérieur, selon lesquelles nous pourrions attaquer dès samedi ou dimanche. Je pense donc que les Iraniens sont prêts à tout ce qui pourrait arriver et qu'ils ne prêtent pas beaucoup attention à ce que nous disons. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, ces déclarations sur le fait de tirer sur quelqu'un qui poserait des mines dans l'eau ressemblent à une expression de désespoir. Les mines qui sont là, sont là. Nous avons très peu de moyens de les retirer. Les navires de déminage que nous possédons sont anciens. C'est un angle mort pour la marine qui a toujours voulu investir son argent dans les grands navires de guerre, autrement dit les bâtiments de combat de surface et pas vraiment dans de petites choses comme le déminage. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur nos alliés de l'OTAN, principalement les Britanniques. Le dragueur de mines britannique n'est pas arrivé jusqu'au Golfe. Il est tombé en panne à mi-chemin et a dû être renvoyé en Grande-Bretagne. Il s'agit donc simplement d'une autre déclaration vide de sens du président Trump. La déclaration sonne puissante seulement si personne ne demande où se trouve la capacité réelle. Les Iraniens ont effectivement abordé certains navires qui ne s'étaient pas coordonnés avec eux et qui ont tenté de traverser le détroit sans faire ce que les Iraniens voulaient qu'ils fassent. Nous avons abordé des navires, soi-disant dans le but d'empêcher l'Iran de faire des affaires. Cela va continuer jusqu'à ce que quelque chose brise l'impasse et je pense que le camp iranien détient toute l'initiative. Les Iraniens sont aux commandes. Nous avons la mauvaise force pour la mauvaise mission, au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous ne pouvons pas ouvrir physiquement ce détroit avec notre puissance militaire. Cela ne peut pas se faire. Voilà la difficulté. C'est ce que Donald Trump devrait écouter. Quand je le regarde, je me demande qui lui parle à l'oreille et qui lui fait croire que nous avons toutes ces capacités. Quelque part, dans cette chambre d'écho, nous pouvons le dire très fort et constamment confondu avec « nous pouvons vraiment le faire ». Nous recevons toutes ces déclarations vides de sens sur les réseaux sociaux, mais quand on regarde ce que Trump a fait jusqu'ici, il a fixé au moins 5 échéances à l'Iran, puis il les a toutes prolongées, même si l'Iran ne se pliait pas à ses exigences. Il est devenu clair que
Peu importe la manière dont les États-Unis et Israël font monter les enchères, l'Iran dispose d'options pour riposter à chaque étape, et sa riposte sera beaucoup plus douloureuse pour la région. Cela place l'administration Trump dans une position très dangereuse quant à ses options, surtout alors que Trump semble de plus en plus acculé. Il est coincé entre l'humiliation sur le plan national et international, presque quoi qu'il fasse, en grande partie à cause de sa propre grande gueule. Le problème, quand on transforme chaque crise en test de micro, c'est que le micro finit aussi par enregistrer l'échec. Il a fait tant de déclarations politiques ridicules qu'il ne peut plus revenir en arrière. Nous avons déjà vécu cela avec des gens comme Lyndon Baines Johnson, qui a fait la même chose au Vietnam, et qu'a-t-il fini par faire? Il a dû démissionner, il n'a pas pu se représenter. Je pense franchement que le président Trump est monté dans le train de LBJ. C'est un train qui fonce à grande vitesse vers nulle part. Maintenant, le reste du monde regarde cela. Et bien sûr, le reste du monde doit composer avec certaines réalités dures qui finiront par nous atteindre, même si ce ne sera pas tout de suite. Mais le reste du monde fait face, dans un avenir très proche, à la famine, simplement parce que 50% des engrais utilisés par le Sud global proviennent du Golfe Persique et qu'ils n'arrivent plus. Les prix des engrais en Inde ont plus que doublé. L'Inde rationne donc déjà différents types de carburants, certainement le combustible de cuisson utilisé par les femmes au foyer indiennes, mais le problème des engrais va les frapper très durement sur le plan alimentaire. Si vous êtes une femme au foyer indienne, japonaise ou coréenne, ces choses commencent à arriver jusque dans votre cuisine. Elles ont de vrais problèmes. Ces dirigeants sont très frustrés par le président Trump parce qu'ils n'écoutent pas, ils n'y prêtent pas attention. Pour le camp pro-Trump, l'économie mondiale semble souvent n'exister qu'à partir du moment où elle devient un sujet de discussion à la télévision. Et il ne semble pas avoir la lucidité nécessaire pour comprendre que la manière la plus simple de mettre fin à ce désastre maintenant serait de dire publiquement « Écoutez, pour des raisons humanitaires, je dois mettre fin à cela. Il n'y a pas d'autre solution à ce stade. Donc, nous nous désengageons. » C'est ce qu'il devrait dire. Nous nous désengageons parce que le monde a besoin d'accès et nous allons nous tourner vers certains intermédiaires dans l'espoir de régler nos différends avec l'Iran à l'avenir. Cela pourrait se faire, mais il y a un problème. Et ce problème s'appelle Israël, le lobby israélien et ses agents aux États-Unis qui entourent Donald Trump. C'est un gros problème. Bien sûr, l'ego de Donald Trump est aussi un énorme problème. Admettre que cela ne fonctionne pas va contre sa nature. Rappelez-vous, c'est l'homme qui vit et meurt selon les règles de Roy Cohn. Nier, 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 attaquer, 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 puis transformer tout ce qui arrive en preuve de votre victoire. C'est un tour de magie politique où chaque incendie devient la preuve que l'incendiaire avait un plan. Cela va contre sa nature. Mais la chose intelligente à faire, c'est précisément cela, se désengager. Mais s'il le fait, que fera M. Netanyahou? Et de quoi ses agents aux États-Unis menaceront-ils le président? Je suppose qu'il dispose d'un levier considérable pour des raisons autres que l'amour personnel du président Trump pour Israël. Alors que se passe-t-il? Je pense que sa tendance naturelle est d'escalader. Et je crains que cela arrive. À ce moment-là, ce sera le véritable désastre, parce que nous pourrions nous remettre dans les 2 ou 3 prochaines années de ce qui s'est passé jusqu'ici dans le Golfe, si nous mettions fin à tout cela maintenant, si nous nous retirions, si nous disions que nous allions trouver une autre voie, si nous rouvrions le trafic et si nous arrêtions ce blocus ridicule. C'est un peu absurde. Je ne sais pas à qui nous pensons faire croire cela. Nous n'avons que quelques navires. Quand nous avons imposé un blocus à Cuba, nous avons appelé cela une quarantaine. Nous avions 180 navires en mer. La quarantaine s'étendait jusque dans l'Atlantique Nord. Nous n'avons pas autant de navires. Et même si nous en mettons beaucoup là-bas, cela reste une zone immense. Et comme l'Iran possède des armes à guidage de précision, ses missiles et ses drones, nous sommes à 500 ou 600 milles du Golfe. Il faut donc se demander, tant que nous sommes forcés de rester aussi loin, ce que nous pouvons réellement contrôler. Nous n'avons même pas encore vu les Houthis entrer en action, et cela pourrait encore arriver. La chose intelligente à faire serait d'être honnête et de dire que, dans l'intérêt du monde que Trump a d'ailleurs complètement ignoré, et dans l'intérêt de ses amis et alliés, nous devons mettre fin à cela, nous devons nous désengager et chercher une autre voie. Mais l'honnêteté est difficile à faire tenir sur un autocollant de pare-choc quand toute la campagne a été vendue comme une victoire permanente. Mais je ne pense pas que cela se produira. Cela signifie donc qu'il va attaquer. Et s'il attaque, l'Iran n'aura plus beaucoup de choix, parce que notre approche envers l'Iran consiste à détruire l'Iran. C'est ce que les Américains doivent comprendre. C'est ce qu'Israël exige de nous. Et c'est ce que le président Trump a promis de livrer à Israël. Pas seulement à Israël, mais aussi aux agents d'Israël aux États-Unis, et surtout à leurs agents financiers partout dans le monde, particulièrement dans la City de Londres et à New York.
Il doit livrer la destruction de l'Iran. Cela signifie que ce que nous ferons ensuite visera ce résultat. Je ne pense pas que ce soit possible simplement parce que l'Iran est trop grand et compte trop d'habitants, cela dépasse nos capacités. Mais c'est l'objectif. De quoi avons-nous parlé? De troubles internes, de renversement du gouvernement. Eh bien, cela ne s'est pas très bien passé. Le changement de régime, les frappes de décapitation, les assassinats, cela n'a pas fonctionné. Maintenant, ils prétendent que personne en Iran ne sait qui commande. C'est pas vrai. Les Iraniens ont une structure de commandement militaire unifiée très nette. Toutes les personnes tuées ont été rapidement remplacées. Ils étaient préparés à tout. Donc, tout cela n'est qu'un tas d'absurdités. Je suppose que c'est Caroline Leavitt qui continue de répéter ces absurdités chaque jour selon les instructions de Trump. Le rythme de la salle de presse est familier. Répéter la ligne, polir la panique et espérer que la géographie ne pose pas de questions de suivi. Nous attendons donc de voir quelle direction nous prendrons. Je crains que nous prenions la mauvaise, et cela signifierait que l'Iran détruirait tout sur la côte ouest du golfe Persique. Il se pourrait que vous n'y voyiez plus rien pendant une décennie, et le monde ne finira pas par condamner l'Iran pour ce qu'il fait. Il nous condamnera pour l'avoir poussé à le faire. C'est ce que, je pense, beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous avons diabolisé l'Iran en Occident. Le reste du monde ne voit pas l'Iran de cette façon. C'est aussi ce qui est intéressant parce que l'Iran a donné aux États-Unis une voie pour ouvrir le détroit d'Ormuz et permettre au trafic de passer. Oui, c'est sous contrôle iranien. Cela signifie payer les droits qu'ils veulent dans la monnaie qu'ils veulent, mais ils ont donné à Trump la possibilité d'une porte de sortie, et au lieu de la prendre, ils doublent la mise sur le blocus, puis continuent simplement d'escalader encore et encore. Quand on lui tend une bretelle de sortie, Trump la traite comme une insulte personnelle à l'accélérateur. Si le cessez-le-feu prend fin, que les États-Unis attaquent de nouveau et qu'Israël attaque de nouveau, l'Iran continuera d'intensifier sa riposte. C'est mauvais pour Israël, compte tenu de l'état du pays et de l'ensemble de l'axe de la résistance qui le vise. Avant le cessez-le-feu, nous avons vu des attaques coordonnées venant du Liban, de l'Iran et même du Yémen contre Israël. Cela ne fera que continuer à s'intensifier. Donc, quand nous regardons la stratégie de Netanyahou et cette grande idée selon laquelle nous allons détruire l'Iran, nous pourrions bien provoquer de la destruction, mais pas sans détruire Israël au passage. Voilà la position dans laquelle se trouve Israël, la position dans laquelle se trouve l'establishment américain, et ce qu'il cherche réellement à pousser. Ma plus grande crainte, du moins au départ, était qu'Israël ait mis cette machine en marche avec le 7 octobre. Le 7 octobre aurait pu être évité. Les Israéliens savaient ce qui s'en venait. Ils ont pris la décision de ne pas réagir pendant plusieurs heures. Ils voulaient avoir quelque chose qui justifierait l'exercice subséquent de nettoyage ethnique, de meurtre de masse et de déportation à Gaza, qu'ils veulent maintenant reproduire dans le sud du Liban et, bien sûr, en Cisjordanie. Tout cela fait partie de ce projet de Grand Israël que nous avons accepté de financer et de soutenir. Encore une fois, rien de cela n'a de sens pour nous. Nous n'avons aucun intérêt là, dedans. Mais si vous ne vous y ralliez pas, alors vous êtes immédiatement traité d'antisémite et tout ce qui vient avec. Je pense que cela commence maintenant à s'user. De plus en plus de gens passent au-delà de cela, mais Israël se trouve dans une position très difficile, parce qu'il y a deux véritables États dans la région, contrairement à ces entités de la péninsule arabique, qui, tout comme Israël, sont toutes des constructions artificielles, ces émirats pétroliers et ainsi de suite ne sont pas réels. Les deux véritables États dont Israël devrait se préoccuper maintenant sont la Turquie, ou Turquie, comme les Turcs veulent que nous l'appelions, et l'Égypte. Les Égyptiens et les Turcs, franchement, sont au bord de l'entrée dans le conflit. Je pense que plus cela dure, plus Israël s'affaiblit, et plus sa position devient précaire, plus il est probable que, lorsqu'il deviendra évident que l'Iran ne sera pas vaincu et qu'il peut infliger d'énormes dégâts, l'Égypte et la Turquie puissent toutes deux entrer dans la mêlée. Cela mettrait fin à Israël. Soyons francs, il y a maintenant de vraies questions. Beaucoup d'Israéliens ont fui vers d'autres endroits, Chypre, la Grèce, les îles grecques, certains même vers la Serbie. D'autres se dirigent vers l'Argentine, je suppose, qui est maintenant construite comme une nouvelle Jérusalem. Mais la vraie question est, combien de personnes vont revenir et comment vivront-elles dans la région après la guerre ? Ils ont déjà essentiellement dit à tous leurs voisins qu'ils étaient sous-humains et méritaient le pire. Si vous dites à tout le monde qu'ils sont sous-humains et ne méritent pas de vivre, ils finissent par vous écouter. Ils vous écoutent surtout quand vous commencez à les tuer. Alors, un autre gouvernement pourrait-il arriver au pouvoir en Israël et apaiser les choses ? Israël pourrait-il devenir un État normal vivant dans le cadre de la région ? Je ne sais pas. Je pense que c'est douteux.
M. Netanyahou s'est placé, lui et son pays, dans une position de tout ou rien. Soit nous détruisons l'Iran pour eux, ils règnent en maître et ils établissent, avec notre puissance militaire, une suprématie juive permanente sur la région, soit ils sombrent. Je pense que c'est l'attitude actuelle. Je trouve cela regrettable, mais je pense que c'est là où ils en sont. Il est fou de penser à cette quête de pouvoir, à cette quête du projet de Grand Israël et à la façon dont elle mènera à leur destruction inévitable, alors qu'ils continuent pourtant de la poursuivre. Et en parlant de destruction, lorsque nous regardons les États-Unis et les options dont ils disposent, il y a eu beaucoup de discussions sur la possibilité d'une tentative d'envoi de troupes au sol en Iran, que ce soit par une opération spéciale visant à s'emparer de l'île de Karg. Ces discussions circulent depuis des semaines. Nous avons bien eu cette opération très confuse ou cette tentative dans la région d'Ispahan il y a seulement quelques semaines. La position dans laquelle se trouvent les États-Unis et ce qu'ils pourraient envisager pour reprendre cette guerre et cibler de nouveau l'Iran doivent donc être examinés avec attention. La version pro-Trump semble toujours simple. Envoyer une unité, saisir un point sur la carte et laisser la réalité s'occuper de la logistique. Il y a un véritable intérêt pour deux choses. D'abord, s'il existe des preuves tangibles et concrètes de la présence d'uranium enrichi qui pourraient être identifiées, ciblées, puis potentiellement capturées, cela pourrait encore être tenté. Je ne l'exclurai pas. Il y a d'autres choses que l'on peut faire avec des forces d'opération spéciales dans un pays aussi vaste que l'Iran. L'Iran fait à peu près la taille de l'Europe occidentale, avec 93 millions d'habitants, mais la plupart de ces personnes sont regroupées dans et autour des villes et des villages. Il reste d'immenses montagnes et d'immenses déserts. Donc pénétrer le territoire avec certaines forces spéciales n'est pas impossible. La question est, quel est le gain ? Nous avons vu l'utilisation de forces d'opération spéciales et les Américains, et je pense que le président entre dans cette catégorie, ont conclu à tort qu'il s'agissait d'une capacité permettant de gagner une guerre. Ce n'est pas le cas et ça ne l'a jamais été. Cela fait partie du problème. Un raid peut produire un titre. Il ne peut pas se transformer magiquement en stratégie simplement parce que le titre sonne dur. Puis, il y a le Golfe lui-même. Il y a encore des gens qui sont convaincus que s'emparer de certaines îles près du détroit pourrait aider à ouvrir le détroit. Certains pensent que l'île de Karg reste la clé du succès. Je ne vois rien de tout cela. Vous saisissez une île. Très bien. Combien de temps tenez-vous sur cette île ? Comment fournissez-vous l'eau, la nourriture, le soutien et la protection ? Qu'est-ce qui empêcherait les Iraniens de pilonner l'île avec un grand nombre de missiles balistiques tactiques, de drones et ainsi de suite ? La question est donc de savoir comment ces choses mesurent notre succès ou notre échec. Je ne pense pas qu'elles soient utiles. Et encore une fois, nous revenons au reste de la communauté internationale. Que veut la communauté internationale ? Elle veut que les affaires rouvrent et reprennent. Nous ne semblons pas nous y intéresser. Les Américains disent bêtement, eh bien, nous n'avons pas besoin de leur pétrole alors qu'ils aillent au diable. Ce n'est pas vraiment vrai. En fait, nous arrivons maintenant au point où nous ne pourrons plus exporter davantage de pétrole. Je pense que cela s'en vient, le moment où nous dirons simplement à tout le monde « Je suis désolé, nous ne pouvons plus exporter ». En ce moment, nous remplissons des pétroliers aussi vite que possible avec notre surplus, mais cela ne fonctionnera pas. Vous allez finir par voir les prix monter dans ce pays. L'inflation, les guerres engendrent toujours l'inflation. L'inflation augmente. Et puis, il y a le problème des gens qui ne veulent pas acheter notre dette. Qu'est-il arrivé au pétrodollar ? Je pense que le pétrodollar est terminé, il est mort, et je pense que les Iraniens le savent. Ils vont renforcer cette mort en exigeant des paiements en yuan et dans plusieurs autres monnaies. J'ai trouvé intéressant de voir que le bitcoin est maintenant accepté. Et Nathalie Brunel sera heureuse d'entendre cela. Au fond, je ne vois pas beaucoup de bonnes nouvelles. Plus cela dure, pire cela devient, et plus nous nous causons des dommages à nous-mêmes, même si cela n'est peut être pas immédiatement évident pour le peuple américain. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité des Américains ne veulent pas de cette guerre. Pourtant, la plupart d'entre nous ne voulaient pas de la Première Guerre mondiale. La plupart d'entre nous ne voulaient rien avoir à faire avec la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons été dupés dans les deux cas, donc nous pouvons être entraînés dans ces choses. Je pense que c'est la leçon de l'histoire et c'est une mauvaise nouvelle. Le danger, c'est que le discours de vente de la guerre arrive généralement emballé comme de la force, tandis que la facture arrive plus tard avec les intérêts. Pendant ce temps, le principal bénéficiaire de cette situation, s'il y en a un autre que la Russie qui a évidemment profité du pétrole, c'est la Chine. Pas à cause de quelque chose que la Chine aurait fait en particulier. Tout le monde veut dire, eh bien, la Chine est mauvaise. Regardez, elle soutient nos ennemis. Mais nous soutenons les ennemis de tout le monde depuis des années. Il suffit de regarder l'Ukraine.
Je suis surpris que les Russes nous accordent encore l'heure juste, mais la Chine démontre qu'elle est un partenaire commercial fiable. Si l'on regarde les deux véritables fondements de la prospérité américaine, l'un est l'énergie bon marché et l'autre le crédit bon marché, eh bien notre énergie bon marché disparaît, elle a déjà disparu en Europe. Et le crédit bon marché suit l'énergie bon marché. Donc, si vous n'avez pas d'énergie bon marché, vous n'aurez pas de crédit bon marché, nos taux d'intérêt vont monter et les gens ne pourront plus emprunter ni faire des choses. La Chine, en revanche, reste le pays du crédit bon marché et pour le moment, elle dispose encore d'une énergie relativement bon marché. Ils se sont préparés, ils ont des centrales nucléaires, ils ont beaucoup de centrales au charbon, ils ont fait d'énormes progrès dans ce que nous appelons les énergies renouvelables, les énergies vertes et ainsi de suite. La Chine va donc naviguer dans ces eaux et en sortir raisonnablement forte. Que ferons-nous? Cela ne s'annonce pas bien. Cela nous amène à un autre enjeu majeur. Nous avons vu beaucoup de rapports différents indiquant que les stocks de munitions des États-Unis sont faibles. Ces avertissements existaient avant cette guerre et avant la soi-disant guerre de 12 jours de l'an dernier. Nous regardons la guerre en Ukraine, nous regardons l'administration Biden et ses efforts pour jeter pratiquement tout ce que nous avions dans ce conflit. Nous regardons aussi le fait que les États-Unis ne sont pas capables de produire ces munitions au niveau dont nous avons actuellement besoin. Puis nous ajoutons le fait que l'administration Trump est maintenant tellement concentrée sur la guerre en Iran qu'elle détourne complètement son attention de la Russie et de la Chine. Alors où cela laisse-t-il les États-Unis quant à leur position de puissance mondiale capable de projeter sa puissance partout dans le monde? Dans l'état actuel des choses, la situation ne paraît pas bonne pour les États-Unis. Il est difficile d'appeler cela l'Amérique d'abord quand l'inventaire, la stratégie et le plan de sortie semblent tous arriver en dernier. D'abord, nous sommes à la fin de l'ère de la projection de puissance. Si nous essayons de nous appuyer sur les vieux instruments de la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions, la puissance aérienne, les flottes pour déplacer des troupes et ainsi de suite, nous allons tout simplement être vaincus. Tant que vous avez des missiles et des drones à guidage de précision qui peuvent être reliés instantanément à des données de ciblage provenant de ce que nous appelons la surveillance persistante, l'ancien modèle est terminé. Cela signifie la surveillance aérienne ou spatiale, principalement depuis l'espace, mais il existe aussi toutes sortes de formes intermédiaires de surveillance terrestre. Même les fonds marins peuvent être couverts de capteurs et ainsi de suite. L'ère où nous projetions notre puissance outre-mer, ce qui a été notre pain et notre beurre au département de la guerre, est terminée. Il n'y a pas d'avenir pour cela. La présence avancée, telle que nous l'avons comprise militairement, est révolue. Si vous placez quelque chose en avant, il sera ciblé et détruit dans les premières minutes de tout conflit futur. C'est ce que nous avons vu d'ailleurs dans le Golfe Persique avec les États du Golfe qui abritent des bases. Elles sont faciles à cibler, tout le monde sur ces bases est facile à cibler, les avions sont détruits sur le tarmac, si vous y mettez de nouveaux navires, ils sont finis, tout cela est maintenant terminé. Nous vivons donc maintenant dans un nouveau monde, et un État comme l'Iran qui dépense peu, être 1 ou 2% de ce que nous dépensons pour la défense, a démontré l'efficacité de ce système. C'est un événement qui change le monde. Je pense que tout le monde le voit maintenant. Pourquoi ne l'avons-nous pas vu? Nous aurions dû. C'était évident en Ukraine. Les Russes l'ont démontré. En fait, je pense que le général Sourovikine, qui a été en quelque sorte retiré de la zone dans des conditions douteuses, et je crois qu'il est maintenant en Afrique, sera ultimement reconnu comme celui qui a compris cela et qui a intégré efficacement ces éléments pour les rendre très performants. Et c'est là que 5 à 1, 8 millions de vies ukrainiennes ont été dépensées inutilement en tentant de percer la défense stratégique qu'il avait créée. Je pense donc que c'est l'avenir pour le moment et il est très difficile pour nous de l'accepter. Il y a beaucoup d'autres choses que nous ne voudrons pas accepter, que nous ne sommes pas le centre de l'univers, que nous devons être l'une des nombreuses grandes puissances dans le monde et que nous devons traiter tout le monde avec respect. Il devrait y avoir un respect mutuel entre les États, qu'ils se gouvernent ou non comme nous le ferions normalement. Ce sera très difficile, je pense que la seule solution à ce stade est de nettoyer complètement Washington. Nous devons nous débarrasser de pratiquement tout le monde là-bas et recommencer, parce que personne ne va nous croire, personne ne va nous faire confiance. Que ferez-vous si vous allez quelque part et qu'on vous dit « Eh bien, nous ne vous faisons pas confiance. Nous vous avons vu dans le dernier acte. » Quelqu'un m'a dit l'autre jour « Est-ce que Biden était meilleur ?» Non, certainement pas. Tony Blinken a parcouru tout le Moyen-Orient et tout le monde disait « Eh bien, Blinken répète les éléments de langage de Netanyahou. » Je pense donc que Netanyahou et ses agents sont aux commandes depuis longtemps. Ils doivent être expulsés, ils doivent être écartés du gouvernement. Nous devons avoir un gouvernement américain que personne ne remet en question et que tout le monde comprend. Lorsqu'un Américain parle, on peut s'y fier.
En ce moment, ils ne peuvent se fier à rien. Ils ne font confiance à personne. Et je ne les blâme pas. Mais nous devons corriger cela. La confiance ne se reconstruit pas avec une autre performance au podium où la conclusion a été écrite avant même que les renseignements soient lus. Surtout quand nous repensons à la campagne de Donald Trump, à sa promesse de l'Amérique d'abord, et de mettre fin aux guerres sans fin, nous sommes ramenés exactement là où nous en sommes aujourd'hui et à ce à quoi nous sommes maintenant confrontés. Il y a certainement énormément d'enjeux tout autour. Le slogan promettait une sortie des guerres sans fin, la politique continue de chercher une nouvelle porte d'entrée,